Europe 1, 7h44, suite de cette matinale spéciale avec Nicolas Hulot, notre invité jusqu'à 9h. Place maintenant à l'interview vérité, Thomas. Nicolas Hulot, ça fait un peu plus d'une heure maintenant que vous êtes avec nous. Il y a une question que je me pose toujours. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Après quoi court Nicolas Hulot? Alors parlons clairement. Est-ce que vous avez, oui ou non, envie d'être candidat à la présidence de la République l'année prochaine? La réponse est non. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de la République l'année prochaine? La réponse est non, tant j'ai conscience. D'ailleurs, je suis surpris, c'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs, qu'il y ait autant de candidats. Soit ils font preuve d'une confiance en eux extraordinaire, ou soit ils ont sous-estimé la complexité, la gravité, et je dirais même la dangerosité de l'exercice. Non, c'est bien qu'il y ait des candidats, mais d'abord, la première chose, c'est que dans la situation dans laquelle nous sommes, cette espèce d'idée qui traîne comme ça, qu'il y aurait un homme, une femme providentielle qui tout d'un coup va remettre le pays à niveau. Très sincèrement, c'est pas comme ça que ça va marcher. Et il faut surtout pas faire de cette échéance une espèce de concours comme ça de télé-réalité. C'est tellement plus compliqué que ça. La seule question que moi je me pose, mais on est nombreux à se poser, qu'est-ce qu'on peut faire pour alimenter le débat public et pour faire en sorte de faire converger des intelligences diffuses, souvent d'ailleurs qui rayonnent dans la société civile d'une manière invisible, et faire en sorte que ces énergies créatives, positives, souvent généreuses, puissent se transformer dans une force qui permette au pays, encore une fois, de sortir de c'est la société civile en l'occurrence. C'est beaucoup, ça n'a pas une manière d'ostraciser le monde politique, parce que moi j'ai rencontré à gauche, au centre, à droite, des hommes et des femmes de qualité. Ce qui tue la politique, c'est la pratique politique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, la pratique partisane, ou comme disait notre camarade Victor Hugo, on préfère la consigne à la conscience. C'est ça dont les Français, voilà. Et puis le fait aussi qu'il y a probablement dans les grandes formations politiques, on n'a pas tellement réinitialisé les paramètres. Le 21e siècle tel qu'il s'amorce n'a absolument plus rien à voir avec le 20e siècle. Et dans la société civile qui peut-être a un peu de distance, et puis d'abord est confrontée à l'expérience du terrain, à l'expérience économique, l'expérience entrepreneuriale, l'expérience ouvrière, il y a aussi du bon sens. Et la bonne nouvelle, et parce qu'on pourrait être pris au dépourvu, moi je vois, il y a une part invisible de notre société qui n'est pas résignée, qui est parfois désespérée. Est-ce que vous êtes résigné, vous êtes désespéré, vous? Non, la tentation parfois de l'être, évidemment. Mais en réalité, c'est un trompe-l'œil. Parce que cette créativité, elle est là, dans tous les domaines. Comment peut-on faire en sorte que cette créativité qui se heurte à une forme de conformisme, de scepticisme, d'orthodoxie, en permanence, on entend comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Mais on peut faire autrement. Alors, on peut faire autrement. Vous dites que vous n'avez pas envie d'être candidat. Est-ce que vous pourriez l'être quand même si jamais vous étiez en position 2, si vous pouviez être personnage? C'est pas la question, honnêtement, c'est pas pour contourner. Si, c'est un peu la question, parce qu'il paraît que vos amis testent des gens de la société civile, envoient des petits textos, s'il y allait, est-ce que tu suivrais? C'est vrai ça ou pas? Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, mais me revient à mes oreilles évidemment un certain nombre d'aspirations des uns et des autres, mais moi je reste excessivement froid par rapport à cela, parce que la question c'est pas de savoir si on va être candidat. D'abord la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on représente, avec qui. Et la priorité des priorités, c'est au moins qu'il y ait un projet. Est-ce qu'il y a besoin... Donc vous avez envie de travailler sur un projet, vous? De faire en sorte que la société civile, toute, en brisant ces barrières, parce que le clivage gauche-droite, peut-être que je vais choquer, notamment Daniel Cohn-Bendit, dans beaucoup de domaines, il n'y aura pas un protocole de gauche ou un protocole de droite. Je viens de faire un livre qui dit qu'il n'y a plus de gauche-droite. Bon, on va le dire tout à l'heure, Daniel. Non, mais voilà, pour moi la première chose, c'est de faire tomber ces barrières et de définir les 10-15 mesures en partageant une vision. Parce que les mesures, ce sont une chose, mais savoir comment on va et où on va. Et je pense qu'il y a cette intelligence diffuse dans la société qui, encore une fois, pour l'instant, bute sur ce conformisme, bute sur un système qui n'a pas envie de dégager de l'espace. Est-ce qu'on peut faire créer, émerger une force citoyenne qui puisse ça, vous lancez alimenter. Quand ça? Cette plateforme, c'est pour quand ça? Mais il faut y travailler, donc on y travaille. Vous travaillez déjà? Et d'abord, je ne suis pas le seul. Il y a un foisonnement d'initiatives dans la société civile. Si on peut non pas les fédérer, mais les rassembler pour qu'elles pèsent, je pense qu'on fera œuvre utile. Et s'il s'avère que c'est vous le mieux placé pour porter ces idées, c'est ce que vous irez ou est-ce que vous déroberez? On dit souvent, Nicolas Hulot, il a envie d'y aller, il approche, il tourne autour et puis il se dégonfle. Mais c'est même pas le problème de se dégonfler, c'est que si un certain nombre de paramètres sont pas remplis, ça sert à rien. Ok, mais s'ils sont remplis, provoquer de l'espoir et derrière vous répondez pas à la question, Nicolas. On dirait un politique classique. Parce que je n'en sais rien. Parce que pour moi, c'est pas la question du moment. La question du moment, c'est de créer du fond, c'est de savoir quelles sont les propositions. Parce que c'est facile d'être dans le constat.
C'est facile de dire que rien ne va, que les politiques sont tous pourris, mais enfin, c'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, c'est est-ce qu'on a quelque chose à proposer et est-ce qu'on représente une dynamique, une force, voilà. Et Mais vous n'avez plus confiance aujourd'hui dans les politiques classiques. En 2007, il y avait eu le formidable pacte écologique signé avec enthousiasme par tous les candidats. Est-ce qu'au bout du compte, vous avez l'impression de vous être fait avoir, notamment quand vous entendez peut-être Nicolas Sarkozy qui dit il y a quelques mois au sein de l'agriculture, est-ce que j'ai bien fait de signer ? Je me suis posé la question. C'était une façon de céder à la pensée unique, à des gens qui ne représentent que très peu, que les médias adorent, mais qui ne représentent pas grand-chose. Il parle de vous, là. Oui, je sais bien, mais ça ne m'a pas échappé. On n'a pas besoin d'être méprisant pour être convaincant. Il a parlé d'ailleurs à propos de l'agroécologie d'une pensée des bobos. Je pense que c'est une parole d'expert, me semble-t-il. Mais c'est plutôt pathétique. C'est-à-dire que honnêtement, c'est pathétique que quelqu'un de ce niveau, et avec l'expérience qu'il a eue, puisse traiter des sujets qui conditionnent tout ce qui a de l'importance à nos yeux d'une manière aussi méprisante. Mais à la limite, franchement, c'est pas ça qui est très important. Pour moi, encore une fois, dans la campagne qui s'annonce, est-ce qu'on va simplement, se projeter d'une manière hexagonale ou on va tenir compte du monde tel qu'il est ? Il faut voir le monde qui nous explose à la figure. On paye comptant nos reniements, nos renoncements, nos aveuglements. Il y a un moment ou un autre, il faut que la France comprenne qu'on vit dans un monde avec des trajectoires, des dynamiques qui parfois nous échappent, et qu'on ne peut pas simplement reproduire en permanence les mêmes erreurs ou s'entêter notamment sur des modèles économiques qui ont fait leur temps mais qui ne sont plus la solution aujourd'hui. D'abord le projet et ensuite vous verrez si c'est vous l'homme de la situation. Vous connaissez votre surnom dans les couloirs de l'Élysée ou pas ? Non. On vous appelle le zozo ou le cinglé ? Je prends ça peut-être comme une forme de compliment. Alors François Hollande vous a proposé de rentrer au gouvernement, on l'évoquait tout à l'heure avec les experts à 7h15. Vous avez répondu par un tweet, Nicolas Hulot ne rentrera pas au gouvernement, il remercie le président de la confiance qu'il n'a cessé de lui accorder. C'était le 4 février. Pourquoi avoir refusé de rentrer au gouvernement ? Parce que je pense que dans le peu de temps que j'avais devant moi, et compte tenu justement que les élections présidentielles vont préempter l'espace, que la production législative à partir de l'été va probablement s'arrêter là, c'est un des arguments pour lesquels je ne me suis pas senti. Mais surtout parce que moi j'essaie de créer du lien. J'essaie de rapprocher les points de vue. Gadget, en fait, qu'on se sert de vous, de l'image de Nicolas Hulot, alors que vous n'auriez pas eu le temps de travailler. Ça. Je pense qu'il y avait dans la proposition du président et dans lequel je renouvelle encore une fois, le respect que j'ai acquis au fil du temps dans le travail que j'ai fait avec lui. Mais moi, je considère que l'enjeu que je porte est un enjeu suprapolitique. Si j'avais été au gouvernement, dans la seconde, les gens qui ont peut-être une forme de confiance dans le combat que je mène l'auraient identifié comme un combat partisan. Moi, j'essaie de faire en sorte que ce combat reste au-dessus des partis et surtout, je me projette pour l'après. Ce qui m'importe pour moi, c'est qu'on ouvre un chemin sur une pratique politique différente, sur une vision et sur des propositions structurantes. Est-ce que vous avez, et je reviens, ce sera ma dernière question avant de passer à Danny Cohn-Bendit, est-ce que vous avez le tempérament, le caractère pour aller au bout ? C'est le reproche qu'on vous fait souvent. On dit souvent Nicolas Hulot, il est bien, il est enthousiaste, il arrive, on parle de lui, et hop, il disparaît, hop, il se dégonfle. Mais c'est pas d'abord qui peut dire qu'il a le tempérament. Est-ce que François Hollande savait à l'avance qu'il aurait le tempérament ? En tout cas, il s'est découvert pour avoir le tempérament, parce qu'il faut avoir effectivement, vous l'avez raison, les épaules et le cerveau solide dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je pense que seule l'expérience pourra vous le dire. C'est pas tant que je disparais, c'est que je pense qu'il y a des moments pour l'action, il y a des moments pour la communication, mais il y a aussi des moments très nécessaires sur la réflexion. Et on ne peut pas mener les trois de front. Donc là, c'est le temps de la réflexion. Et vous saurez prendre vos responsabilités essentiel. Le moment venu, si c'est nécessaire ? Mais on verra. Vous savez, la mission que je viens de faire, elle n'était pas non plus un long fleuve tranquille. Quand je me suis aventuré sous les bons conseils, notamment de mon ami Daniel, dans l'expérience des primaires, c'était pas non plus un moment excessivement sympathique. Je pense pas être parti en courant. Voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, les choses sont claires. Il n'a pas envie d'être candidat à la présidentielle, mais il ne dit pas formellement qu'il ne le sera pas. On continue cette matinale spéciale sur Europe 1 avec Nicolas Hulot.